Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Oui, c'est le dernier funeste fret avant le solstice d'été, et ce n'est pas plus mal. Pour tout vous avouer, pour des raisons de luminosité, j'attends qu'il fasse noir pour pouvoir enregistrer, et avec le temps, ça commence à enregistrer assez tard, ça commence tout de même pour votre serviteur tout doucement à devenir dur, mais bon, voilà, le FF numéro 36 sous forme de panaché, comme on dit, de temps en temps, comme on appelle ça de temps en temps, ou si vous préférez sous forme de broussailles, sous une forme broussailleuse, oui, mais en nous efforçant, j'espère qu'il y aura tout de même, oui, l'un ou l'autre fil continu qui apparaîtra. Si c'est la première fois, si vous nous découvrez, une idée dans le numéro, précédent, et je l'aime bien le numéro précédent, même, s'il n'a pas cassé la baraque, je l'aimais bien le numéro précédent, et là-dedans j'explique le pourquoi et le comment, si ça vous dit, si c'est la première fois et si vous êtes curieux de savoir ce qu'on vous veut quand vous, venez chez nous. Sur cette plateforme, eh bien, c'est expliqué à un moment donné. Tout est expliqué dans le numéro précédent, et je dois dire que je ne passe plus, c'est pas la première fois, mais je le rappelle, je ne passerai plus mon temps sur les RS, sur les réseaux, en message privé, sur votre demande, à vous expliquer en long et en large le pourquoi de ma présence ici, de mes activités sur internet, lorsqu'il est question d'écrire pour votre serviteur, je ne fais pas les choses à moitié, enfin, j'espère en général, pas à moitié, non. Alors je m'efforce de soigner, de fignoler, de vous soigner ça, et en général, je n'ai rien en guise de retour. On ne cherche pas même à tenter de visionner ne serait-ce que le début d'un numéro, pas d'abonnement, moins encore de like, juste une fois comme ça en guise de sympathie, et ce n'est pas un problème si vous n'accrochez pas, si vous n'êtes pas partant pour me suivre, mais comprenez, passer mon temps à tout vous expliquer, hein, en long et en large, ma démarche, vous renvoyer le tout en MP et tout ça pour, se faire royalement envoyer sur les roses, et ne venez plus, jouer les intrigués après ça, si, je ne chéris plus particulièrement l'idée de m'entretenir en message privé avec vous. Je pense qu'on m'aura compris. Alors un numéro panaché, un numéro, de broussailles, et j'aimerais remettre en ligne pour commencer 2 fragments, d'un bouquin. C'est pas la première fois, les références, et elles seront indiquées comme pour tous les bouquins dont il sera, comme d'hab, tous les bouquins dont il sera question dans ce numéro 36, ce sera en partie description. J'aimerais bien remettre en ligne ces 2 fragments qui auront comme un écho, quelque part, pour sûr un écho, un peu, ne fût-ce qu'un peu, avec ce qu'était le texte d'ouverture de la semaine dernière. Alors, tout d'abord, le premier fragment s'intitule, je donne l'auteur, le bouquin, les références, l'éditeur après, ça s'appelle «Le monde virtuel». On peut se demander, si l'enfermement de l'humanité dans le monde virtuel ne va pas conduire à ce que l'aliénation prenne de plus en plus souvent la figure de la folie ordinaire, avec distorsion du sens du réel, perte de cohérence, dépossession de soi, qui est possession par un autre, et substitution à l'inconscient individué d'un inconscient collectif, préfabriqué et contrôlé. D'où risque de tarissement des sources lyriques et imaginatives du moi créatif. Ceci peut évidemment avoir pour effet d'empêcher le rêve, particulièrement le rêve éveillé. Oui, le rêve éveillé. Cette fonction sous-estimée de l'humanité sur laquelle Ernst Bloch, un professeur de philosophie
originaire d'Allemagne de l'Est et qui avait fait le choix, je pense, sur le tard, il s'était installé à l'Ouest, à Tübingen. Ernst Bloch, oui, rêve éveillé, fonction sous-estimée de l'humanité sur laquelle Ernst Bloch a attiré l'attention. Le rêve heureux est fait du désir assumé et du coup d'empêcher sa réalisation. Le phénomène n'est pas en soi nouveau, il se manifeste non seulement dans les cas individuels et pathologiques d'aliénation, mais dans de nombreuses cultures à la faveur des phénomènes de transe collective, de perte de contrôle de soi, sous l'emprise d'un personnage démoniaque qui vous transforme en monture. Moment paroxystique de dépossession de soi, par l'intervention de chamans ou de substances particulières. Il semble bien que ces interventions soient de caractère généralement traumatique. Mais à l'âge du capitalisme hallucinogène, pardonnez-moi, à l'âge du capitalisme hallucinogène, elles deviennent monnaie courante, l'imaginaire aliéné du colonisé, qui est à la fois symptôme et phénomène de transfert compensatoire, concerne toute la société. Révélateur à cet égard, le contenu de la culture de masse qui sert ainsi de neuroleptique violence des films policiers, des films dits d'action, qui compensent l'inaction qui est la règle, dystopie qui supplante les utopies d'hier, production généralisée de l'homme, production généralisée de l'horreur, pardonnez-moi, de l'horreur de l'homme, oui, dont l'industrie culturelle nord-américaine envahit le monde. De quoi substituer la crainte à l'espérance. Alors, le texte suivant a pour titre, enchaîné, a pour titre La solitude moderne. Dans l'univers surpeuplé par les humains et leurs objets, qui est le nôtre, le trait peut-être le plus caractéristique de la moderne misère morale est la solitude des individus. Vivre notre situation intime comme le contraire même de notre condition sociale. Seul dans la grande ville, seul et sans amour, au milieu de la foule de nos semblables. Ce qui est une aubaine pour la marchandisation non seulement du sexe, mais de l'amour, grâce à quoi prospèrent sites et charlatans, l'individualisme sur lequel cette société est prétendument fondée, prétendument, a depuis longtemps montré ses limites. Il s'accompagne d'un sentiment de solitude généralisé, de doute quant au sens d'une vie qui n'a pas d'autre fin en soi qu'en elle-même, et donc de la tendance largement répandue à la dépression. Par contre-coup, ou comme un pendant obligé, cet individualisme s'accompagne d'un fort penchant au conformisme. Sans doute s'agit-il de deux propensions naturelles à l'espèce humaine et à la vie individuelle, mais dans la société fondée sur la propriété privée et la concurrence de tous avec tous, individus et collectifs sont ennemis et l'affirmation de l'individu suppose bien souvent d'entrer en contradiction avec l'intérêt général de la société, d'où une société en désordre et des individus si souvent mutilés. Ce petit livre qui se présente comme un traité de morale, mais dont je vous ai déjà dit, redit, et je le répète, et c'est ça qui est fabuleux, il est rédigé sans, oui, sans once de prétention. Voilà, de façon toute simple, directe, par son auteur qui, pour sa part, se partage entre l'enseignement de la philosophie et la poésie. Et il a joint les deux dans ce recueil. Oui, la pagination à droite, droite-gauche, sur le côté gauche, vous avez les articles de Monsieur Francis Combes. C'est notre auteur, les articles de Francis Combes, qui s'agencent
En page de gauche et en page de droite, vous avez, de diverses proportions, de diverses tailles. Vous avez, des textes poétiques, comme celui-ci, en vis-à-vis de ce que je viens de vous lire, à propos des envieux. Oui, à propos des envieux, c'est le sort du soleil et même de feux beaucoup plus modestes, qu'en même temps qu'ils éclairent qu'en même temps qu'ils éclairent, ils font de l'ombre. Alors, dans l'hypothèse où vous n'auriez pas encore vu le bouquin, chez nos amis, pour l'éditeur, chez nos amis de chez Delga. Oui, vous pouvez apprécier par moteur de recherche, allez sur le site de l'éditeur, comme ça le cas échéant, vous pourrez en profiter pour jeter un coup d'œil sur ses autres nouveautés, sur ses autres publications, le catalogue, tant qu'à faire, si vous avez un petit peu de temps pour ça, chez Delga, oui. Le dernier livre de Francis Combe, de notre prof et poète, philosophe et poète, Le Jardin public, sous-titré, mais je précise bien que ça ne demande aucune formation au préalable, aucune formation particulière en, en philo, d'aucune espèce, croyez-moi, c'est franchement accessible à tous, son jardin public. Pour une morale de la vie commune, j'espère là aussi avoir encore la possibilité, si les dieux nous prêtent vie sur cette plateforme, de venir vous lire d'autres fragments encore du traité de Francis. Alors, je vous dis panaché aujourd'hui, où on y va dans nos broussailles et on tombe sur quoi? Dans un premier temps, on tombe sur des nouveautés. Oui, et là, si dans le courant du mois prochain, du premier mois des vacances d'été en juillet, si comme moi vous avez quelque chose à célébrer, j'ai mon anniversaire en juillet, si vous avez quelque chose en juillet, si vous souhaitez casser le cochon, vous faire plaisir, si vous en avez la possibilité, on va parler un petit peu des nouveautés dans la bibliothèque de la Pléiade en NRF le 15 juillet prochain. Conan Doyle, anobli hein, à un moment donné, hein, Conan Doyle, donc on peut dire également ce n'est pas interdit, Sir Arthur, hein, non, je ne vais plus me lancer dans mes tentatives de mon merveilleux anglais, hein, de la langue de la perfide Albion. Sir, on se contentera de dire Sir, Sir Arthur Conan Doyle, 2 volumes sortent simultanément le 15 du mois prochain en Pléiade, de lui, d'Arthur Conan Doyle, de son héros Sherlock Holmes. Vous découvrirez peut-être ainsi, sur papier Bible pour la première fois, si jamais lu, si encore jamais lu, les pérégrinations, les enquêtes de Sherlock Holmes et de ses amis, de ses acolytes bien connus, Dr Watson et consorts. Et là, je me pose la question, c'est comme pour Lovecraft, noté: «Je n'ai rien contre la bibliothèque de la Pléiade, le manteau de fourrure du livre, le manteau de vison du livre», comme je dis, des fois ici pour les 2, Conan Doyle, il faudra sortir au moins, oui, un minimum de 150 €, dans ces eaux-là. Bah oui, hein, si vous faites l'acquisition des 2 volumes en même temps, il faudra au moins, prévoir de sortir ça si vous êtes partant pour l'aventure, et je n'ai rien, personnellement contre cette, belle collection de la Pléiade, mais je vous ai déjà expliqué, hein, c'est une collection que je ne cherche pas systématiquement à faire, non pas pour des raisons financières, parce que oui, je pense que, tout de même, quand même, je ne dispose pas franchement des moyens financiers les plus adéquats pour ça, poursuivre. Pas, pour cette raison-là, mais parce que j'ai pris l'habitude, oui, depuis toujours, depuis que j'ai appris l'existence de cette bibliothèque prestigieuse, hein, et chacun accordera le crédit qu'il voudra sur le plan symbolique à l'accession,
à cette collection d'un auteur qui fait son entrée, bien entendu, hein, à ce genre d'accession pour un écrivain, mais j'ai pris l'habitude de me tourner en Pléiade quand je suis absolument certain que je n'y arriverai pas plus, pour ce qui est de mettre la main sur certains textes devenus franchement difficiles à trouver, hein, d'auteurs que j'apprécie. Oui, ici, je me dis que les chances, les probabilités d'y arriver en bouquinerie, et je les fréquente beaucoup moins qu'autrefois. Oui, ces probabilités-là, s'amenuisant, alors je me résous, je me tourne vers la bibliothèque de la Pléiade. À ce moment-là, quand, oui, quand j'en ai la possibilité financièrement, je me tourne vers la bibliothèque de la Pléiade. Et je n'ai rien de perso, et je pourrais faire allusion à quelques grandes plumes. Ce fut le cas, je pense, de feu Paul Vendôme, mon maître, mon compatriote, feu monsieur Paul Vendôme. Dans l'une de ses dernières interviews, il confessait n'avoir conservé chez lui que ça. Oui, vous savez, il y a des écrivains, des hommes de lettres qui, se sachant arrivés au crépuscule de leur existence, notamment pour faciliter la tâche à leurs proches, après leur départ, pour cette raison-là, ou d'autres, ou pour faire quelques heureux autour d'elles, autour d'eux, ces grandes plumes. J'ai remarqué que ça leur arrivait volontiers de ne pas nécessairement, mais volontiers de une fois liquidé le reste, et Paul Vendôme confessait n'avoir conservé près de lui, les tout derniers jours, il confessait n'avoir conservé près de lui que son patrimoine de la bibliothèque de la Pléiade, hein. Il disait: «Oui, c'est tout ce qu'il me reste, je n'ai gardé que ça». Donc il y a différentes raisons qui font qu'on peut avec le temps, s'attacher à cette collection. Mais pour revenir à Conan Doyle, oui, sans vouloir insinuer, non, ce n'est pas pour ça, sans vouloir insinuer qu'on a affaire à un registre littéraire qui a très rapidement été goûté, prisé, du grand public, d'un très large public, d'une littérature largement imbibée de culture populaire, et d'en déduire dès lors qu'elle n'aurait pas sa place dans une collection aussi prestigieuse que nenni, ce n'est pas mien, hein, vous l'aurez saisi déjà, je l'espère, ce point de vue, mais par rapport à certaines habitudes de vie, de lecteur, dans ce registre de l'aventure, du divertissement, de la fiction, et à partir du moment où nous disposons déjà, et à des prix assurément plus abordables, nous disposons déjà chez d'autres éditeurs, et parfois, pour ce genre d'écrivain, chez pas mal d'autres éditeurs déjà, de très belles collections, de très belles intégrales. La Pléiade, Lovecraft, Conan Doyle, pour des auteurs qu'on a déjà suivis par le canal d'autres éditeurs. Je ne sais pas, ça m'apparaît difficilement à moi comme le canal. J'aurais un peu de mal, je dois dire, s'il était question de les découvrir, oui, si c'était la 1re fois, si je me tournais vers eux, si c'était la première fois, un Lovecraft, un Conan Doyle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne doute pas que certains, oui, les fans, de Sir Arthur, du père de Sherlock Holmes, il y en a parmi eux, il y en a qui seront certainement, oui, ceux-là seront ravis, hein. Je n'en doute pas, et sans rien dire du capital sur le plan symbolique, du bien que ça pourra leur faire, hein, par rapport à ce qui arrive, à cette forme de reconnaissance, qui échoua à
à leur auteur, bien aimé, ici on parle de Conan Doyle. Bon, je renvoie à tout ça. Je ne sais pas où vous vous situez par rapport à tout ça. Personnellement, je ne suis pas certain non plus que ce soit la matière à débattre, durant des heures, mais je voulais vous signaler la sortie de Sherlock Holmes en Pléiade en juillet, à la NRF, et un au en Pléiade toujours, mais là, il est déjà sorti depuis quelques semaines déjà, un nouveau volume d'Aragon en Pléiade, regroupant les essais littéraires de Louis Aragon, et on y trouve son traité du style, bien, très bien, son traité du style, que vous pouvez vous procurer en volumes séparés dans une collection. J'irai vérifier, mais normalement on le trouve en volumes séparés chez le même éditeur, dans la collection de l'imaginaire. Alors là-dedans, d'Aragon, le volume des essais, ça s'appelle comme ça, Louis Aragon, essais littéraires. Et vous avez, j'essaie de retrouver mon petit carnet de notes. Oui, il y a pour sûr le traité, on trouve le traité du style, comme on trouve aussi les vagues de rêve et Saint-Paul Roux, des textes dans la catégorie des essais aragoniens, peut-être, c'est peut-être pas le plus connu. Son Saint-Paul Roux, L'espoir. Vous connaissiez le poète Saint-Paul Roux. Vous irez lire son histoire, ou je vous la raconterai un jour à l'abri de tout ce sensationnalisme, hein, en évitant tout détail scabreux. Il va sans dire l'histoire terrible, de ce vieux monsieur, de ce poète, de ce vieux monsieur breton mort, qui a été tué en essayant d'empêcher le viol de sa fille. Saint Paul Roux, on lui consacrera un numéro. Ça me permettra avant tout, bien entendu, de vous faire découvrir l'auteur, sa poésie, et Louis Aragon lui avait consacré cet essai. Saint Paul Roux, L'espoir, inclus également dans ce volume de la Pléiade. Et voilà pour la Pléiade, et ça me fait songer, Aragon, toujours. Ça faisait un moment, et faut-il encore le présenter? Segers, pour éditeur qui a tant contribué à travers les décades, à faire aimer la poésie, qui a fait découvrir et aimer la poésie à beaucoup, avec des volumes de poésie vendus ici à des prix franchement plus accessibles, oui. Mais n'empêche, ça faisait un petit moment qu'on n'arrivait plus chez eux, chez Segers, à se le procurer, celui-ci d'Aragon, ces poèmes de Hollande de 1963. Et ils en ont réimprimé, oui, on peut dire ça, ils l'ont réédité il y a un an ou deux. Le voyage de Hollande, et autre poème, Louis Aragon. Oui, avec du rose, oui, c'est, cette teinte, violette, oui, rose violette comme ça, c'est franchement pas l'idéal pour ce qui est d'apparaître à l'écran. 1963, et allez, on va sacrifier un terme franchement, tendance, dans le vent. Il n'était pas loin de ce qu'on appellerait de nos jours le burn-out. Au moment, oui, vers 1963, pour des raisons de politique, et pas seulement liées à l'actualité, et pas seulement à l'actualité autour de lui, et il avait éprouvé le besoin de faire, avec Elsa, en compagnie d'Elsa Triolet, ce séjour chez nos voisins du Nord, en Hollande. Et il nous le présentait de la sorte: nous nous appellerons Hollande, écrivait Aragon, nous appellerons Hollande ce pays de contrebande, entre la pluie et le vent, comme un moment de césure dans la voie et la mesure, dans la voie et la mesure, entre l'après et l'avant. Ce royaume de semblance qui fait égale balance entre la terre et les eaux, entre le mourir et l'être, qui bat comme à la fenêtre un volet, qui bat comme à la fenêtre un volet troué d'oiseaux. Et si ça vous dit toujours, je vais vous lire
un autre, un autre extrait, ce poème, un peu plus long, qui n'a pas de titre. C'est celui qui commence par finissez, finissez, pardonnez-moi encore. Oui, drôle de saison, hein. Finissez, finissez autour de moi ce jeu de hannetons. Et la poussière à peine balayée, énorme et pâle qui retombe, le troc du soir et du matin par quoi toute chose est payée. Tout n'est qu'un peu de nourriture, cette hâte de nulle part, pour qui tout n'est qu'encombrement de voitures. Finissez, finissez de plier le linge et de vous tromper au porte-manteau du restaurant, couleur d'erreur judiciaire. Oh, danse, danse de la porte au pas croisé, à quoi pensent donc les fantômes des tambours quand ils me toisent? Et la petite brume des calculs de craie à l'aube ardoise. Je parle d'un pays qui tousse et des escaliers qu'on y monte. Je parle d'une valise oubliée à midi sur un banc. Je parle de l'inutilité d'être et de ce pain dont je m'étrangle. Je parle du temps qui passe avec une soupière vide sous le bras. Je parle des souliers lourds de vivre au seuil des chambres louées, de ce signe de l'homme appelé parapluie abandonné dans ces parages. Je parle des gants impairs un peu partout, perdus. Il règne une lumière aveugle au coin des rues. Le destin s'y suspend à des bras secourables. Une légendaire bonté narquoise est au premier soupir accouru. On fait semblant d'aimer, où les chemins se croisent, se coupent, comme de simples doigts. Peut-être qu'au détour, je vais soudain toucher l'événement. Peut-être que je suis au bord chantant de la coupe. Mais l'écho reprend le refrain dont nul ne connaît la chanson. Plus vite voyageur du XXe siècle sans billets. Le tailleur sournois depuis toujours a pris vos mesures. Ce n'est que l'étoffe, paraît-il, qui manque, où vous roulez. Patience, patience, il faut savoir attendre l'arrivage enfin des suaires. Il pend des affiches de bouillon qui font des haillons à nos murs. Une voyelle manque à l'enseigne de feu des hôtels. Le provisoire se déchire entre les doigts disparates. La ville, par quartier, s'effrite à grands pans de philosophie. L'avenir mendiant y montre sa plaie obscène. Tout est recommencé de fond en comble, comme si rien, jamais, ne se pouvait attendre que d'un divorce. Et les objets divisés sans fin, dispersés, brisés sans fin, pour des spéculations toujours aux faillites vouées. Où sont les rois de ce royaume, déchirés, déchirants? Où sont les passagers des ruines, les fantômes enfantins de ce Colin Maillard? Où sont les douces mains des anciennes vaisselles? Où sont les soupirs, les amours? Ah, je vous regrette, poubelle. Où s'éparpille l'homme et ce qu'il a rêvé? Par pitié, donnez un sens aux paroles que je dis. Tout ce qui fut moi-même, que les chiens se partagent et les choses qu'on jette et les mots effacés, ce cendrier de nous, et ce qu'on a laissé de fumée froide et de rature, l'héritage inutile, toujours à d'autres vainement légué. Que fera-t-on de moi, mon âme? Viennent enfin les chiffonniers. Louis Aragon, Louis Aragon, hein, Le voyage de Hollande et autres poèmes, ma récente réédition chez l'éditeur. Pardonnez, oui, je l'ai dit tout à l'heure avec une préface d'Olivier Barbaran. Oui, Segers. Voilà.
En ce qui concerne Aragon, il vient de faire allusion dans son poème, si vous avez suivi attentivement, oui, il y avait cette notion de parapluie à un moment donné. C'était un homme, c'était l'un de ses surnoms. L'homme au melon, oui, mais aussi, tant qu'à faire, l'homme au melon et au parapluie. Éric Satie. Et notre numéro à venir sera celui, et je m'efforcerai d'en faire au moins deux, pour le centenaire de la disparition du compositeur le 1er juillet 1925. Oui, pour cette année, pour 2025, pour ce centenaire, vous aurez au moins deux funestes Fred autour de Satie et des livres les plus récents qui lui ont été consacrés. J'en profiterai pour remettre en ligne aussi d'autres textes, d'autres fragments, d'autres pépites à l'adresse du satiste néophyte ou pas néophyte, peu importe là, là encore, oui, au moins deux numéros avant la fin de 2025. Le premier, pour sûr, juste avant, quelques jours avant le jour du proprement dit du centenaire, le 1er juillet, j'ai une cousine, pianiste, à qui il a été donné d'interpréter, entre autres, des œuvres d'Éric Satie et qui en interprète peut-être toujours, si elle tombe sur notre vidéo, je la salue au passage. Elle est née le jour anniversaire de la disparition d'Éric Satie. Peut-être que quelque part, elle a chopé d'un grain de génie, de folie, pour sûr. Elle ne serait pas choquée. Non, la connaissance, je ne crois pas, mais oui. Le 1er juillet, naissait, plus récemment, ma chère cousine, et en 1925, la disparition, à l'âge, de 59 ans, d'Alfred Éric Leslie Satie. Vous verrez, à partir du numéro de la semaine prochaine, les livres, il y en a eu pas mal, hein, qui sont sortis ces derniers mois, ces, dernières semaines. Je me suis efforcé, là encore efforcé, d'opérer pour vous la meilleure sélection. Alors vous verrez ça, dans notre numéro à venir. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien tout de même, car il ne semble pas, celui-là non plus, à sa sortie pour bouquin, avoir cassé la baraque, comprenez. En 2017, le livre Les Parapluies, le livre qui avait pour titre Les Parapluies d'Éric Satie, de son autrice ou son auteur, comme vous préférez, Madame Stéphanie Calfon. Peut-être que ça passera mieux. Allez, on tente le coup. Oui, les parapluies d'Éric Satie, le livre de Stéphanie, c'était chez Joël Losfeld, sorti aux alentours de 2017, 2018. On n'en a pas assez parlé et j'avais trouvé ça intéressant et partant assez pointu, il faut bien le dire, sur le plan chronologique, tout du moins, si vous connaissez un peu la vie d'Alfred Éric Leslie Satie, d'Éric Satie, ou d'Éric, ce sera plus court. Oui, Éric avec un K, hein, E-R-I-K, avec un K mais sans C. Quoi qu'on l'orthographie, vous le trouverez assez, oui, on le trouve assez souvent orthographié, rien qu'avec C. Ça dépend des ouvrages, des mentions, peu importe. Allez, on n'est pas venu ici pour débattre de ça. Petite parenthèse. Pour ce qui est de l'orthographe de son prénom, ça s'arrêtait, c'était très pointu sur le plan chronologique. Stéphanie, même si elle faisait allusion à des choses, des productions, des événements ultérieurs, des dates ultérieures de la vie de notre compositeur, en gros, chronologiquement, elle s'arrête avant le transfert, le déménagement, le moment où Satie fait le choix de quitter Montmartre pour s'installer sur le sol de ce qui est aujourd'hui, corrigez-moi au besoin, Arcueil-Cachan. Oui, à Arcueil, pour sûr. Et là, nous sommes très peu avant le début du siècle, très peu avant 1900, au moment de l'installation de Satie à Arcueil, dans son taudis, comme on l'a souvent rapporté au-dessus d'un bar prolétarien d'Arcueil, où il résidera un quart de siècle.
Rendez-vous la semaine prochaine si vous souhaitez, le cas échéant, découvrir Éric Satie et ça va la transition avec notre texte de clôture aujourd'hui, eh bien, Satie va nous permettre, de la faire aisément notre transition car, Satie, on y reviendra entre autres, il avait rêvé, tout un temps, il ne se sentait pas, toujours franchement dans son époque et pour sûr, tout un temps, il aurait rêvé d'être un chevalier de l'ère médiévale et peut-être, qu'à un moment donné, il aura fait quelque part ce que je vais appeler son Laurent Henninger. Oui, monsieur Laurent Henninger, c'est un historien et je l'entendais il y a 48 heures sur cette plateforme intervenir après une conférence, un exposé et il estimait pour sa part qu'on avait la chevalerie médiévale, le modèle, les vertus, le modèle du chevalier du Moyen Âge. On l'avait peut-être somme toute un peu c'était peut-être un peu trop dans l'ensemble, vous l'aurez compris, idéalisé, enjolivé et il n'était pas très pour, les vertus chevaleresques, il préférait, les vertus de l'Antiquité, se tourner vers la sagesse de l'Antiquité en guise de modèle, comprenez. C'était son avis à lui, à Laurent Henninger, qui ajoutait, là aussi, hein, là surtout ça n'engageait que lui, il estimait que les chevaliers pour de vrai n'avaient probablement été dans leur grande majorité rien d'autre, estimait-il, pensez-en ce que vous voulez, là, de l'appréciation, rien d'autre que des brutes. Mais il préférait pour ça se tourner vers l'Antiquité et pourquoi pas se tourner et là, ce fut le choix de le philosophe élu par Satie à un moment donné avec son œuvre maîtresse. Oui, Satie, si il avait cessé de se prendre, de rêver, d'être un chevalier, pour sûr, il aura rêvé, tout un temps encore et plus encore d'être Socrate, hein, d'où, cette partition, vous pouvez l'écouter aussi bien, je vous mets ça en lien. La séquence finale, hein, une des partitions les plus extraordinaires de tous les temps, sans péché par excès, sur le plan des superlatifs, dans l'emploi des superlatifs, non, je ne crois pas. Une des partitions les plus épatantes, les plus envoûtantes de tous les temps, la mort de Socrate. Hein, c'est oui, c'est un morceau assez long, je vous le mets en lien en fin de cette vidéo. J'essaie de vous trouver une bonne version. Vous pourrez l'écouter avec accompagnement d'orchestre, oui, vous irez l'écouter avec accompagnement d'orchestre comme vous, pourrez l'écouter aussi, si ça vous dit dans la foulée, et pour comparer la version avec accompagnement piano. Hein, ça devait être, l'œuvre, l'événement de sa vie, de sa carrière en tant que compositeur, la création de ce Socrate en 1918, mais je vous l'ai déjà, relaté, l'œuvre s'effondra aux grandes dames du compositeur qui rapportera qu'il y avait eu quelque chose de contagieux et c'est là l'ironie d'une férocité suprême tout de même dans la destinée d'Éric Satie, qui, avait acquis la réputation, d'un farceur, d'un fantaisiste, mais pour une fois qui oui, qu'il ne blaguait pas du tout et qu'il y croyait dur comme fer à son œuvre, à sa création de musique savante, sérieuse, oui, pour une fois qu'il y croyait, essayez de vous faire une idée de ce que dut être, oui, son désarroi. Il y avait eu comme un rire contagieux, c'était parti parce que dans la traduction française de Victor Cousin, déjà pas réputée la meilleure du texte de Platon, à partir du moment où il y en a un dans l'histoire qui dit, vous savez, ça vous dira peut-être quelque chose, il y en a un à un moment donné qui dit qu'il est venu sans ses pantoufles, sans ses chaussures, et déjà rien que ça avait suscité dans la bouche, voilà, d'un vocaliste sur scène, ça avait suffi à déclencher l'hilarité la plus contagieuse dans la salle. Mais essayez d'imaginer un peu le désarroi et nous reviendrons à,
à l'évocation de son parcours, de son œuvre. J'aurais bien d'autres choses et des anecdotes aussi à vous raconter. Rendez-vous avec Satie dans une semaine et la transition, le prétexte autour de Socrate pour notre texte de clôture. Oui, Satie a composé son Socrate en 1918 et dans le texte que vous allez entendre, il va être question du philosophe athénien. Je vous l'avais dit hein, que j'y reviendrai à cette initiative éditoriale, autre initiative éditoriale de la NRF qui n'a pas fini de l'enthousiasmer, oui, de le susciter, l'enthousiasme de votre serviteur pour sûr. C'est ces deux livres qui sont sortis simultanément. L'inédit d'Alexandre Kojève, dans la bibliothèque des idées, à la NRF, philosophie et phénoménologie. Pour le demander, pour le commander, ça ira plus vite si vous optez pour le titre général Sophia, donné par Kojève. Sophia 1. La suite, oui, il reste encore quelques centaines de pages qui devraient être publiées, si tout va bien, dans le courant, nous l'espérons, dans le courant des 365 journées à venir. Le Sophia de Kojève, en tout grand volume dans la bibliothèque des idées, qui est sorti en même temps que le bouquin de présentation de format moyen, La conscience de Staline. Kojève sous-titré La conscience de Stal, sous-titré Kojève et la philosophie russe, un livre de Rambert Nicolas. Oui, c'est tout comme le texte proprement dit de Monsieur Kojève, que nous verrons probablement en enluminure de ce numéro, en vacances, oui, au Mont Saint-Michel. Oui, ce sera Kojève au mont tirant sur sa clope au Mont Saint-Michel, en enluminure de ce numéro. Fumer nuit à la santé, bien sûr, et pas seulement celle de votre serviteur. Alors, je vais vous lire un fragment du livre de présentation. Oui, aussi bien le texte de Kojève, inédit, qui vient d'être porté à notre connaissance, que le livre de Monsieur Rambert Nicolas. Je les ai dévorés, je n'ai pas encore fini, ça va encore durer un bon moment, je crois, pour ce qui est de redévorer. Oui, tant je trouve ça excellent, pertinent, il faut vous les procurer. Je ne vais pas me répéter hein, dans de précédents numéros, je vous ai dit les raisons, quelques-unes des raisons de mon enthousiasme. Alors, si ça vous dit de rester encore, oui, on est tout juste bon. Pour ce qui est de notre timing, nous n'excédons plus la durée moyenne d'une heure de cours, à savoir 50 minutes, un bon 50 minutes dans l'enseignement de plein exercice, où je ne sévis plus depuis un certain nombre d'années déjà. Et si vous... Oui, je ne suis pas venu non plus pour ressasser avec vous mon passé, certainement pas, mais j'ai très envie de vous lire pour la première fois pour sûr, dans Funeste Fred, ce qui va suivre. D'abord au sujet d'une certaine vous ferez de vous-même le lien. Je sais que je suis suivi par des... Je le dis, hein, je peux vous faire confiance. Vous établirez directement le lien, la pertinence du lien des lignes qui vont suivre avec une certaine actualité, pour ne pas dire une certaine propagande. Mais voilà, si j'avais dit suivez mon regard, déjà été amplement suffisant. Une certaine réputation de vide culturel, de vide philosophique, s'il vous plaît, fait à la Russie. Alors après nous être rendus chez nos amis du Nord en Hollande, on repart dans la direction de l'Est à présent pour terminer. Oui, l'auteur, nous sommes dans le livre de présentation, donc je vous lis le texte de Rambert Nicolas. Comment comprendre que la philosophie russe n'est jamais, s'interroge l'auteur, comment comprendre
que la philosophie russe n'ait jamais intéressé l'Europe? La réponse est peut-être à chercher du côté de cette radicalité, somme toute décourageante pour les penseurs réformistes de l'Occident, incapables de prendre au sérieux, entre guillemets, ces engagements jusqu'au boutistes de petits-enfants, entre guillemets de nouveau, de petits-enfants jouant leur propre vie et celle des autres dans une révolution teintée de religiosité qu'ils ont en outre espérée mondiale. Se faisant une toute autre opinion de ce que devrait être le sérieux de la philosophie, on a pu affirmer jusqu'à la caricature son absence dans l'empire des tsars comme dans celui des soviets. Que l'on pense à Orlando Figes, le grand historien anglais de la révolution russe, et l'on aura une idée de la cécité volontairement ignorante avec laquelle on se rapporte d'ordinaire à la philosophie de ce pays. Alors, je cite Monsieur Figes, l'historien Orlando, pas Furioso pour sûr cette fois, ou alors un autre genre de furieux peut-être, qui écrivait: les idées importées d'Occident, comme l'étaient presque toutes les idées en Russie, avaient tendance à se figer en dogmes abstraits dès que l'intelligentsia russe s'en emparait, alors qu'en Europe, les idées nouvelles étaient contraintes de rivaliser avec d'autres doctrines et attitudes, en sorte que les gens avaient tendance à accueillir avec un scepticisme de bon aloi les prétentions à la vérité absolue et que se développait un climat pluraliste. En Russie prévalait un vide culturel. Le censeur interdisait toute expression politique, si bien que, une fois introduites, les idées revêtaient aisément le statut de dogme sacré, de panacée, échappant à toute critique et même à la nécessité de les mettre à l'épreuve de la réalité. Et là, l'auteur de mon bouquin enchaîne: rien n'est plus faux. Oui, rien n'est plus faux. C'est pourtant la doxa européenne qui, depuis Custine, ne s'embarrasse pas de mépris lorsqu'il faut parler du prétendu vide culturel que serait la Russie, ni ne comprend d'ailleurs en quel sens les hypothèses des philosophies occidentales y deviendraient des dogmes. Alors, donc, je suis assez d'accord avec ça. Rien, oui, ce vide, oui, ce néant, tant qu'à faire, ce vide intellectuel, philosophique russe. Rien n'est plus faux, de fait. Et pour terminer, eh bien, oui, vous irez voir, vous irez lire hein, plus loin ce qu'il en est, pourquoi c'est du pipeau, pourquoi rien n'est plus faux. Alors Socrate à présent, oui, un petit peu Socrate pour nous accompagner avant de refermer ce numéro et je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Oui, avec mes histoires, vous commencez à me connaître, hein, je vérifie que je ne me suis pas gouré de pages. Mhm. En ce qui... Oui, voilà, c'est au sujet, il y a une question de révolution, avec le terme révolutionnaire dans la première ligne, et c'est le chapitre... C'est la chaleur, pardonnez-moi. Voilà, c'est le chapitre 2 du bouquin Philosophe de malheur, point d'exclamation. Merci à vous de m'avoir suivi et on se retrouve dans un peu moins d'une petite semaine si vous aimez ce que nous faisons. Mais on ne court pas après, c'est pas interdit de s'abonner, d'actionner la petite cloche, pourquoi pas, pour être au courant de nos productions à venir, de liker aussi, hein, merci d'avance. Alors oui, un révolutionnaire. Pardon encore pour mon... Oui, un révolutionnaire. On en aura un exemple dans la figure du père de la philosophie, du moins si l'on suit l'interprétation de Soloviev, à savoir Socrate. Oui, nous y sommes, Socrate. Il faut probablement revenir à la racine de la philosophie
telles que l'ont notamment reconstruites les Russes. Pour comprendre de quoi il retourne avec ce renouveau de la pensée en Russie et l'enthousiasme presque juvénile qui s'y attacha à l'âge d'argent, ce qu'on a appelé en Russie la période de l'âge d'argent. En gros, au début du siècle dernier, on est un peu avant déjà, l'âge d'argent. Avec eux, on pourra d'abord dire Socrate. Voilà un homme qui est mort pour la pensée. Qu'avait-il dit aux citoyens athéniens? Qu'il préférait encore le trépas à une vie sans philosophie et donc qu'il jugeait indigne de vivre sans elle. Autrement dit, ce qui donnait son sens à son existence, c'était justement elle. Oui, elle, cette aspiration à la sagesse qu'il plaçait au-dessus de tout, à laquelle il était consacré par Apollon et pour laquelle il n'hésita pas à sacrifier sa vie. Acte de naissance superbe de la philosophie, car pour elle, disait-il, il vaut la peine de mourir. La première ambition philosophique russe fut à cet égard de remonter aux sources d'eau vive de la philosophie, au temps où celle-ci était encore une affaire sérieuse. Quant au recours de Socrate à l'ordre d'Apollon, il ne faut pas y voir de l'ironie, ni le prendre pour un moyen de se défendre d'être athée. Il y a bien dans l'attitude de Socrate quelque chose qui relève du divin ou qui le place au-dessus des simples vivants et le sacre père de la philosophie. Quoi donc? Il est capable de se hisser hors d'une détermination pourtant naturelle et assez étouffante, l'instinct de conservation, au nom de quelque chose qui lui apparaît supérieur. Et c'est bel et bien cela, se montrer libre, choisir pour soi une valeur non biologique et la placer au-dessus de sa vie, en faire son existence. Or, être capable d'agir au nom de quelque chose qui dépasse la vie présente, être capable de se transcender, être capable de s'extraire hors de la persévérance à être, cette conservation de soi qu'un instinct nous oblige à poursuivre aveuglément et parfois jusqu'à l'absurde, voilà qui ressemble déjà, voilà qui ressemble déjà à une déification. Par conséquent, si le sens de la vie de Socrate se révélait dans sa mort, à l'occasion de sa condamnation, c'est parce que ce sens se montrait plus important que sa vie même, laquelle autrement perdait sa justification. Pourquoi pas? Mais si ce n'était que cela, on comprendrait mal l'image du geste socratique et on ne prendrait pas tout à fait au sérieux ni ce que décrit Iline en parlant d'œuvre, ni ce qu'expose Kojève en parlant de révolution et de monde hostile, car, après tout, on avait donné un autre choix au vieil Athénien, l'exil. S'il te faut faire de la philosophie à tout prix, alors tu la feras ailleurs que chez nous. Et Criton, son ami d'enfance, Criton, toujours plein de bon sens, Criton, le presse de s'enfuir. À bien y réfléchir, le choix de Socrate ne serait-il pas en effet un peu absurde? Mourir pour une œuvre, mourir pour faire de la philosophie. Mais fallait-il vraiment mourir? N'aurait-il pas dû continuer à faire son œuvre plus loin, à philosopher ailleurs, et au pire, à philosopher seul ou auprès de quelques-uns? Répondre cela, c'est ne pas comprendre, du moins tel que l'ont saisi les Russes d'alors, ce qu'impliquait faire sérieusement œuvre de pensée. Sérieusement œuvre de pensée. C'est même pour eux faire déchoir cette activité, la détourner de son sens authentique et ne plus savoir exactement ce que veut dire la mort de Socrate. Merci à vous et à bientôt.